Nous avons le plaisir d'accueillir Sylvia Serfati, qui vient de l'Université Paris 6, le laboratoire Jacques-Louis Lyons, et qui va nous parler de jeux et équations aux dérivées partielles. Je t'en prie. Merci. Donc, merci Roger de m'avoir invité à parler devant des plus jeunes que mon auditoire habituel. Et merci à vous d'être venu un samedi après-midi ensoleillé pour écouter quand même parler de maths. Donc je vais vous parler de choses qui sont reliées à ce qui s'appelle la théorie du contrôle optimal, qui est une théorie qui a commencé deuxième moitié du XXe siècle, l'année 50, 70, etc., et est arrivée jusqu'à des développements relativement récents dont je vais vous parler aussi. Et en fait, tout peut se décrire, au moins au premier abord, avec des mathématiques très, très élémentaires. Donc, vous allez voir un petit peu de recherche contemporaine, expliquée, j'espère, avec des mots simples. Et donc, l'histoire consiste à faire des correspondances entre des jeux, c'est-à-dire des choses avec des joueurs qui doivent qui doivent obéir à des règles du jeu, satisfaire certains objectifs, maximiser des scores, etc. Et d'un côté les jeux, et de l'autre côté les EDP, des équations aux dérivées partielles, qui sont comme des équations différentielles ordinaires, mais simplement à plusieurs variables. Donc vous savez ce que c'est qu'une équation différentielle. Une équation aux dérivées partielles, c'est la même chose, mais quand vous êtes dans un espace de dimension plus grande que 1. Et évidemment, les mathématiciens s'intéressent beaucoup à résoudre ce genre d'équations, en tout cas certaines classes d'équations. Et on va voir comment ces jeux permettent à la fois de donner des solutions aux équations et comment, inversement, les équations permettent de résoudre les jeux. Donc finalement, c'est une correspondance qui va dans les deux sens, bien sûr. Alors on va commencer par des exemples très simples. Donc exemple 1, le temps de sortie d'un domaine. Dites-moi si vous pensez que j'écris assez gros et si on voit au fond, ça va? Donc vous avez, dans ce jeu-là, vous avez un seul joueur qui joue dans un domaine, donc voilà, on va l'appeler oméga en général, dans un espace Rn, par exemple là le plan, et il part d'un point X au temps t, ou au temps 0, peu importe, et on lui dit qu'il a certaines règles de déplacement, donc sa trajectoire ça va être y de t, c'est la trajectoire du joueur, et y point de t va être égal à alpha de t, avec y de 0 égale x, donc c'est-à-dire que la trajectoire part du point x à l'instant initial, et puis ça c'est la vitesse de la trajectoire, est égale à une certaine fonction, donc alpha de t c'est un vecteur en fait, en l'occurrence, là, puisque vous êtes dans l'espace Rn, et alpha, il appartient à un ensemble qu'on appelle A, l'ensemble admissible. Et pour nous, dans cet exemple-là, A, ça va être l'ensemble des vecteurs de normes plus petites que 1. C'est l'ensemble des alpha dans Rn, tel que la norme de alpha est plus petite que 1. D'accord? Donc en gros, ça veut juste dire que la vitesse, donc j'espère que vous avez tous fait un peu de physique, de cinématique, de choses comme ça, la vitesse de la trajectoire doit être de normes plus petites que 1. Et en fait, ce que le joueur, il a le choix de ce alpha. Donc le joueur choisit alpha dans l'ensemble admissible. Donc il peut prendre les vitesses qu'il veut, du moment qu'elles sont de normes plus petites que 1. Et son objectif, c'est de minimiser le temps de sortie du domaine. Le temps de sortie, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour arriver au bord. Alors c'est un exemple très simple, pour faire comprendre, parce qu'on peut le résoudre immédiatement.
Donc on se dit, voilà, je pars de x, j'ai toutes les trajectoires possibles qui vont m'amener au bord, par exemple. Bon, mais je vais chercher celle qui minimise le temps de sortie, sachant que je n'ai pas le droit d'aller à une vitesse plus petite que 1. Donc quelle est la meilleure trajectoire? Évidemment, c'est celle qui vous emmène au plus droit au bord. C'est celle qui suit le point, enfin qui suit le segment qui relie x au bord et qui atteint la distance de x au bord. Et évidemment, la meilleure trajectoire, c'est d'aller en ligne droite à vitesse constante de norme 1 le long de cette trajectoire. D'accord ? Donc, vous allez avoir une fonction qui va être la fonction u de x égale distance de x au bord. Et en fait, ce qu'il faudra simplement suivre, c'est qu'il faudra choisir comme vitesse le gradient normalisé, enfin le gradient de la distance au bord. Voilà, donc si vous regardez les fonctions de distance au bord, c'est une fonction qui a des lignes de niveau. Hein, donc vous regardez les points qui ont une distance constante au bord. Distance donnée, ça fait des lignes de niveau comme ça. Le gradient d'une fonction, c'est quelque chose qui est perpendiculaire aux lignes de niveau dans le sens ascendant. Donc c'est comme ça. Voilà. Et donc en fait, la meilleure trajectoire, c'est de choisir le alpha toujours égal au moins gradient de la fonction u. Moins gradient u de y en chaque point. Et donc, si je ne l'ai pas dit, ce alpha, ça s'appelle le contrôle, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un problème de contrôle. Et le joueur, parfois, on l'appelle le contrôleur. Voilà, donc le problème est résolu, en quelque sorte. Alors maintenant, je vais vous montrer un deuxième exemple, un peu différent, qui est le jeu de Paul et Carol. Donc ça, c'est le nom qui a été donné par l'inventeur du jeu. C'est un jeu qui a été introduit par Joel Spencer en lien avec des questions de combinatoire. Donc c'était un jeu motivé par des questions de mathématiques discrètes, mais bon, on peut regarder le jeu en soi, parce qu'il se trouve qu'il a pas mal de propriétés amusantes. Donc dans ce jeu, vous avez deux joueurs, Paul et Carol évidemment, qui sont des adversaires. Hein, donc, sont des adversaires. Et vous êtes dans un domaine, de la même manière, un domaine de l'espace Rn. Disons R2 pour l'instant, du plan, et vous partez d'un point X. Donc ça commence un peu pareil. On part d'un point X, et en fait c'est Paul qui fait les mouvements, enfin qui fait les déplacements dans le plan. Et son objectif, de nouveau, en fait, c'est de sortir de oméga. En temps le plus petit possible. Hein. Carole, elle, son objectif, c'est de l'empêcher de sortir, ou au moins de ralentir sa sortie autant que possible. Donc Carole veut l'en empêcher. Et quelles sont les règles du jeu? Donc, premièrement, Paul choisit un vecteur de norme 1, un vecteur V de norme 1. Ensuite, une fois qu'elle a vu son choix, Carole choisit un nombre, plus ou moins 1. Donc, je vais l'appeler B. Et Paul se déplace en X plus epsilon BV. Bon, enfin, je mets des vecteurs parfois j'en mets pas, mais j'espère que vous suivez, quoi. X, c'est un vecteur du plan. V, c'est un vecteur. Epsilon, c'est un nombre petit. Epsilon, c'est un
un paramètre évidemment destiné à devenir petit. Donc, paf. Ça c'est la règle. Et puis une fois qu'on a fait ce déplacement, on répète à partir du nouveau point. Donc je vais faire un dessin. Vous avez votre domaine comme ça. On part, disons, de là. Donc Paul va choisir un vecteur. Alors je le fais exagérément grand parce qu'en fait après il va se déplacer d'un petit incrément. Donc disons il va choisir comme ça V. Et Carole, la seule chose qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut décider soit de garder ce V, soit de le changer en l'opposé. Puisqu'elle a le choix de plus ou moins 1. Donc tout ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut simplement renverser son choix ou le garder. Et donc on se déplace à distance epsilon suivant cet axe. Donc une autre façon de le dire, c'est qu'en fait Paul ne choisit qu'une direction et Carole choisit le sens qui va avec. Et puis on se retrouve ici et là on recommence donc. Paul va choisir, disons, une direction et Carole va décider si on va là ou si on va là. Et puis on recommence. D'accord ? Et donc en se déplaçant comme ça, Paul espère sortir du domaine. Alors l'idée c'est que, vous voyez, les pas doivent être très petits par rapport à la taille du domaine. C'est pour ça que epsilon doit être petit. Donc la question c'est... Est-ce que Paul peut sortir? Est-ce que Paul peut trouver une stratégie qui l'assure de sortir, hein? Sachant que Carole va toujours faire de son mieux pour l'en empêcher. Donc, Carole est complètement prévisible. Et s'il peut sortir en combien de pas, enfin en combien de tours de jeu, si vous voulez, et quelle est sa stratégie optimale? Voilà. Donc j'aime bien en général ménager un peu le suspense, je donne le jeu, mais je ne donne pas la réponse tout de suite. Donc vous pouvez commencer à y réfléchir. C'est quelque chose qu'on peut trouver. Hein. Vous pouvez trouver. Il faut quand même bien réfléchir. Bon, donc maintenant je vais commencer à essayer de généraliser un petit peu à partir du premier exemple. Pour voir que tout ça, enfin comme souvent chez les mathématiciens, on aime bien faire des choses un peu générales et un peu abstraites, donc essayer de faire le maximum de ce qu'on peut faire. Donc la généralisation, c'est qu'on va dire qu'on a toujours des trajectoires qui obéissent à une certaine équation différentielle comme ça, donc y point, c'est dy sur dt, égale cette fois, donc soyons plus général, une certaine fonction f qui va dépendre à la fois de la position y de s et d'un contrôle alpha de s. Donc ici s, ça représente le temps, et j'ai choisi d'utiliser la variable s parce que je vais prendre comme temps initial le temps t, y de t égale x. Donc cette fois, c'est des notations auxquelles on n'est pas forcément habitué au début, mais ça marche bien comme ça. Le temps initial s'appelle t. À l'instant initial t, on est au point x. Et ensuite, au temps ultérieur, on vérifie ça. Et alpha de s, c'est toujours un contrôle. Ça s'appelle toujours un contrôle. Et il appartient toujours à un ensemble admissible. Donc tout à l'heure, c'était les vecteurs de norme plus petite que 1, mais maintenant, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Un sous-espace de Rn. Et donc f, c'est une fonction de ces deux choses qui vous est donnée a priori. Et là, vous vous demandez... Alors, il y a deux façons de se poser les questions. Donc, je vais vous faire la première manière, ce qui est
le problème à horizon fini, ce qu'on appelle à horizon fini. Donc, dans le problème à horizon fini, on se donne un temps de fin, un temps final, grand T. Donc, c'est le moment où l'horloge va sonner et signaler la fin du jeu, si vous voulez. Et vous êtes le joueur, vous avez le choix de ce contrôle alpha dans l'ensemble admissible. Et vous allez avoir un score qui va s'appeler CXT de alpha. Donc, étant donné votre choix alpha, vous avez un score qui est le score, sachant qu'on va partir de x à l'instant t, et qu'on exprime en général sous forme d'une intégrale le long de la trajectoire. Donc, la trajectoire va vous amener du temps petit t au temps final grand T, et vous allez intégrer une certaine fonction, que je note R, qui dépend de la position et du contrôle. Et vous allez l'intégrer pendant tout le temps du jeu. Et puis à la fin, on peut rajouter éventuellement ce qui s'appelle une sorte de bonus de fin, qui est une certaine fonction de la position au temps final. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dans Rn, ou vous êtes dans un domaine, peu importe. Donc on part de x au temps t, on choisit une trajectoire, et tout le long de cette trajectoire, on intègre quelque chose qui nous est donné à l'avance. Alors vous pouvez tout à fait prendre r égale 1. Comme ça, ce que vous intégrez, c'est simplement le temps. Vous allez compter le temps, on peut prendre la trajectoire. Si vous choisissez une autre fonction qui dépend de y et de alpha, vous allez intégrer un certain coût de déplacement, si vous voulez, un certain prix que vous payez, ou un certain score que vous récoltez le long de la trajectoire. Donc, dans tous ces problèmes, on peut voir les choses en positif ou en négatif. Donc on peut soit penser qu'on est en train de payer des choses et on veut payer le moins possible au total, soit penser qu'on est en train de gagner de l'argent, du score, et on veut essayer de gagner le plus possible, mais si on change en l'opposé, c'est la même chose. Et g de y de t, donc c'est g de nouveau, c'est une fonction qui vous est donnée, y de t, c'est la position à l'instant final. Vous allez recevoir, donc si vous êtes en positif, si vous avez un score, vous allez recevoir une sorte de bonus à la fin, qui va dépendre de l'endroit où vous arrivez. Si G est positif, c'est un bonus. Si G est négatif, c'est plutôt, vous allez payer, vous allez recevoir un bonus négatif. Et évidemment, vous pourriez tout à fait imaginer qu'il n'y a pas cette partie-là, donc R vaut 0, et que tout ce qui compte, c'est la position à l'instant final. Donc après, ça dépend du problème que vous voulez modéliser, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc le genre de choses où ça intervient, c'est par exemple en économie. Donc en économie ou en ingénierie, en optimisation, on se pose ce genre de questions. Parce que par exemple, disons que vous êtes un investisseur, vous avez un compte en banque. D'accord ? Donc vous allez ouvrir votre compte en banque à l'instant T, aujourd'hui. Et C de xt alpha, c'est l'argent total que vous allez récolter dans votre vie. Donc disons grand T, ce sera l'instant où vous allez clôturer le compte, par exemple. Donc alpha de S, ça va être la manière dont vous pouvez choisir d'investir ou pas investir sur votre compte, sortir de l'argent, pas sortir de l'argent. R de Y alpha de S, ça va être une sorte de revenu que génère votre argent. Donc Y, ce sera le montant de votre argent au cours du temps, en fonction des choix d'investissement que vous avez faits. Donc par exemple, si vous mettez votre argent dans un compte épargne à 1,25%, comme c'est à peu près le taux en ce moment, vous allez récupérer ces intérêts qui vont s'agréger par rapport à votre montant. Et puis peut-être qu'à la fin, je ne sais pas, votre banquier vous donnera un bonus qui dépendra de l'argent que vous avez réussi à épargner à la fin.
Peut-être au contraire qu'il vous fera payer des frais. D'accord? Donc vous pouvez, en fonction des données du système de compte en banque, vous pouvez ou des données de l'économie, disons, vous pouvez mettre ça en équation comme ça, voir quelle est la fonction de la position que vous allez devoir intégrer. Et à la fin, ça vous donnera le gain total. Bon, inversement, ça peut être le coût d'une trajectoire, donc ça peut être un problème de déplacement. Donc disons que vous êtes, au contraire, vous êtes une entreprise qui fabrique des produits, qui doit les transporter d'un point à un autre. Alors ce que vous allez payer, c'est le long de tout le transport en camion, vous allez payer l'essence, qui va être une proportion de la vitesse à laquelle vous roulez, et puis de la distance parcourue. Donc, vous allez pouvoir aussi mettre ça dans une intégrale, ce sera le coût total. Et puis à la fin, il y aura le prix du péage, enfin j'en sais rien, on peut inventer ce qu'on veut. Vous voyez, mais à chaque fois que vous avez un problème d'optimisation de ce type-là, on peut le mettre en général, enfin on peut souvent le mettre sous cette forme-là. En tout cas, ce que je vais résoudre, c'est uniquement les choses qui sont sous cette forme-là. D'accord? Donc ça, c'est le problème en temps final. Vous pouvez faire une variante où vous ne donnez pas un temps final grand T, qui est le temps de la fin du jeu, ou le temps de la fin du compte en banque, ou le temps de votre mort, ou je ne sais pas. Dans la variante, on essaye d'atteindre une cible. Donc on essaye d'atteindre un certain endroit de l'espace. Donc on l'appelle G, le sous-ensemble de Rn. Donc ce qu'on veut, c'est que le jeu s'arrête quand Y tombe dans G. Donc dans l'exemple 1 qu'on avait vu là, G c'était simplement le bord du domaine, c'était l'extérieur. Donc dès que vous atteignez le bord, le jeu s'arrête. Et à ce moment-là, ce qu'on essaye de regarder, c'est le coût partant de x de alpha. Donc cette fois-ci, il n'y a pas besoin de spécifier le temps initial. Ce sera l'intégrale de 0 à l'infini, enfin, au moment où on s'arrête, d'une certaine fonction de y alpha, toujours la même chose, plus une certaine fonction de y finale, par exemple. C'est-à-dire du moment où on atteint G. C'est comme ça qu'on l'écrit. Je vérifie qu'il n'y a pas une meilleure. Donc le jeu du début, le premier jeu que je vous ai donné, c'est plutôt cette variante-là. Donc on essaye d'atteindre le bord. Et ce qu'on intègre, c'est 1. Puisque la seule chose qu'on va compter, c'est le temps pour aller du point au bord. Donc, vous pourriez décider d'intégrer autre chose. Voilà. Alors comment on résout les problèmes de ce type-là? Eh bien, dans la théorie du contrôle optimal, on définit ce qu'on appelle la fonction valeur. Qu'on va appeler U de xt. Donc je me place dans le premier cas, celui avec un horizon fini. Et donc U de xt, en fait, c'est quoi? C'est le meilleur score possible, sachant qu'on part de x à l'instant t. Donc là, il faut faire un choix. Donc soit on choisit de minimiser des choses, soit on choisit de maximiser. Donc soit on veut maximiser un score, soit on veut minimiser un coût. Alors disons qu'on va mettre un inf. On veut minimiser un certain coût le long de la trajectoire. Donc on va minimiser parmi tous les choix possibles de alpha. Donc sachant que alpha de S doit être dans l'ensemble admissible A, on va minimiser ces coûts Cxt qui ont été définis ici. D'accord? Donc pendant toute sa trajectoire, on garde la mémoire du alpha qu'on a choisi. Et à la fin, on minimise parmi toutes les trajectoires et ça définit une fonction U de xt. Qui cette fois est une fonction déterministe en quelque sorte, puisqu'elle ne dépend pas du choix. Donc c'est le coût minimal parmi toutes les trajectoires possibles. Alors on remarque que U de x est grand T.
Donc qu'est-ce que c'est? C'est le coût minimal si on démarre le jeu au temps grand T. Mais si on démarre le jeu au temps grand T, comme grand T c'est le temps final, ça veut dire que le jeu n'a pas le temps de commencer. Donc la cloche sonne tout de suite. Et donc finalement le coût, bah, c'est l'intégrale de grand T à grand T, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de déplacement, mais il y a quand même ça. Vous récupérez le coût bonus là. Donc, sachant qu'on n'a pas bougé, qu'est-ce que c'est la position au temps final? C'est la même chose que la position initiale, donc c'est x. Donc la seule chose qu'on récupère, c'est g de x. Donc ça, c'est la première observation. Et en fait, ça, c'est ce qui s'appelle une donnée finale pour votre équation. Donc là, on va résoudre des EDP, en fait. Comme je disais, c'est un peu la même chose que de résoudre des équations différentielles, sauf que pour ce genre de problème, on résout à l'envers en temps. Donc on pense le temps à l'envers, puisqu'on se donne des objectifs de temps final. Au lieu de se donner des données initiales, on se donne des données finales. Mais se donner des données finales ou se donner des données initiales, c'est la même chose, quitte à renverser le sens du temps. Donc, changer t en moins t, finalement. Donc ça, c'est comme une donnée initiale. C'est une donnée finale. Alors pourquoi? Parce que pour tous ces problèmes d'économie, de finance, de programmation, en général, on se donne plutôt des données finales, des objectifs de fin. Donc voilà, on a défini U de xt, on a remarqué ça, et ensuite on va écrire quelque chose qui s'appelle le principe de programmation dynamique. Et dont tout va découler, qui est en fait une sorte de relation de récurrence, si vous voulez, de relation différentielle sur le jeu. Donc le principe de programmation dynamique, je vais l'écrire là. Il dit que U de xt, c'est égal à l'inf, sur tous les alpha toujours admissibles, des intégrales de t à t plus h, de la même chose, y de s, alpha de s ds, plus u de y de t plus h, h. Alors qu'est-ce que j'ai écrit là? Donc je me suis donné un petit nombre h positif. Donc c'est un petit intervalle de temps. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer la trajectoire. Donc on a toutes ces trajectoires possibles, d'accord? Elles partent de x à l'instant t, puis elles vont dans des sens différents. Et on va les suivre pendant un temps h. Donc on va aller de t à t plus h. Et donc ce que cette relation exprime, elle dit, ben, finalement la meilleure façon de jouer, enfin la meilleure manière de choisir la trajectoire, c'est celle qui minimise le coût. Pour compter le coût le long de la trajectoire, c'est pareil que de dire je me déplace suivant une trajectoire, je compte le coût entre l'instant t et l'instant t plus h, qui est cette quantité-là. Et puis, à partir de l'endroit où je suis arrivé au bout de t plus h, je prends la meilleure trajectoire partant de cet endroit-là au nouvel instant. D'accord? Et donc, qu'est-ce que c'est la meilleure trajectoire possible? Quel est le plus petit coût possible partant de là? Bah, c'est U partant de Y de t plus h, partant à l'instant t plus h. D'accord? Si je partais par là, bah, ce serait pareil, je payerais le coût pour aller de là à là, plus la meilleure solution partant de là. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ramène la question de trouver la meilleure solution partant maintenant à celle de trouver la meilleure solution en commençant demain. Voilà. Si vous savez résoudre, en fait c'est un petit peu un truc par récurrence, si vous savez résoudre le truc à partir de demain, vous vous demandez juste quelle est la meilleure manière d'arriver à demain, et ensuite vous vous rebranchez sur ce que vous savez faire de mieux à partir de demain. Ce qui est bien, c'est que cette idée-là va finir par converger parce que vous savez ce qu'il faut faire à la fin. À la fin, il n'y a rien à faire. Donc il suffit de remonter dans le temps après. Donc vous comprenez cette équation? Donc ça, c'est ce qui s'appelle le principe de programmation dynamique. Et en fait, tout part de là.
Donc je vais monter le tableau numéro 1. Non, donc 2. Et je vais vous montrer comment formellement on dérive une équation aux dérivées partielles à partir de ça. Donc formellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tendre h vers 0. On fait tendre h vers 0 et on fait un développement de Taylor de l'équation. Donc j'espère que vous savez ce que c'est qu'un développement de Taylor. Ouais. J'entends pas de protestation. Alors c'est un développement de Taylor pour des fonctions à plusieurs variables. Donc c'est pas grave, c'est pareil que pour une variable. Simplement, on remplace les dérivées par des dérivées partielles. Et on somme suivant toutes les variables. Donc allons-y. Donc j'écris u de xt égale 1. Et puis là, donc rappelez-vous, h est petit. Donc quand j'ai une intégrale entre t et t plus h, bah, c'est comme si c'était h fois ce qui est dans l'intégrale. D'accord? Donc r de y de s alpha, bah, c'est à peu près r de x alpha. Hein, parce que vous voyez, le truc, c'est que y de t, c'est x. Donc je peux remplacer ce qui est dans l'intégrale par la valeur au point extrême, qui vaut r de x alpha, et je multiplie simplement par la largeur de l'intervalle. Plus le u de y de t plus h, bon, bah, je dois tout dériver. Donc, je vais avoir la dérivée de u par rapport au temps t. Donc là, je dérive par rapport à la deuxième variable, qui va être multipliée par h. Et je prends ça à l'instant en y de t, donc c'est-à-dire xt. Alors j'espère que c'est clair. Donc ça c'est dtu pris en xt. Donc ça c'était la dérivée par rapport à la deuxième variable. Et j'ai laissé pour la fin le meilleur parce que c'est un peu plus compliqué. Parce que là vous avez une dérivée d'une fonction composée. D'accord ? Donc pour dériver une fonction composée, ben on prend les dérivées de u. Alors je vais l'écrire comme ça. Hein, donc ça va être gradient u pris en y de tt, ce qui est toujours xt, qu'on va multiplier par la dérivée de y par rapport au temps, est toujours prise en xt. Et donc ça, j'ai fait un développement au premier ordre. Évidemment, il me reste des termes d'erreur qui sont des petits taux de h carré. Si je ne me suis pas trompé. Personne n'a de protestation. Donc voilà, donc je vais maintenant réécrire un petit peu les termes. Alors, j'ai oublié le terme d'ordre 0, voilà, quelqu'un aurait dû protester, puisque j'ai développé autour de... J'ai développé u, mais j'ai oublié le terme principal, u de xt. Pardon? C'est un grand taux? Oui, c'est un grand taux, exact. Merci. Grand taux ou petit taux de h. Je vais mettre petit taux de h, c'est un peu plus sûr. Non, mais parce qu'en fait, de toute façon, tout ça est faux, parce que... Alors, pourquoi c'est faux? Parce qu'en fait, on a le droit de faire des développements de Taylor que si les fonctions sont de classe bon, C1 au moins, là. On voudrait bien C1, d'accord? Il faut que les dérivées existent, soient continues. Et on va voir à la fin qu'elles ne le sont pas. Donc c'est pour ça que je dis c'est formel. Ça donne une idée, mais ça ne donne pas la vraie solution rigoureuse. Et malheureusement, les solutions de ce genre d'équation ne sont pas C1. Mais on verra pourquoi. Alors, donc là c'était le terme d'ordre 0 hein, qui était là, que j'avais oublié. Et puis tout le reste c'est en H. Alors j'ai oublié encore un H. Il faut suivre, hein. Je fais des erreurs. Bon, alors, le u de xt, vous voyez, donc déjà, ce que je vais faire, c'est que tout ce qui ne dépend pas de alpha, je vais le sortir de l'inf. D'accord? Inf de truc plus truc, s'il n'y a pas de alpha là, je peux sortir. Donc je vais sortir u de xt.
Et puis je vais réécrire 1 sur alpha. Et factorisons un peu les h là. Donc il y a h, et là qu'est-ce qu'on récupère? Donc on a r de x alpha plus dtu en xt plus gradient u en xt, produit scalaire avec la dérivée de y par rapport à s. Alors c'est là qu'il faut se rappeler de la règle du jeu. Donc si vous vous souvenez, la règle du jeu en haut c'est y point égale f de y alpha. Donc ça c'est y point, c'est la dérivée en temps de y. Donc ici j'ai le droit d'écrire f de x, f de xt, f de x alpha. Donc j'utilise encore le fait qu'on se place toujours au voisinage de l'instant de départ, donc tout est en x en fait. Tous les points courants sont en x, et puis là on a petit o de h. Voilà. Alors j'ai encore le droit de sortir le dtu de xt parce qu'il ne dépend pas de alpha. Et puis j'ai aussi le droit de simplifier le u de xt avec lui-même. D'accord? Donc maintenant j'arrive à 0 égale. Alors je sors dtu et je vous épargne toutes les parenthèses xt, xt. Donc ça fait dtu plus inf sur alpha dans A. Alors en fait c'est des alpha de S, mais enfin. Et là on met R de X alpha plus gradient U scalaire F de X alpha. Voilà, puis ensuite je mets un petit taux de 1. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai annulé les U qui se simplifiaient et j'ai divisé par H. Donc en fait, je suis en train d'écrire ce qui se passe au premier ordre. Je suis en train de regarder un développement de Taylor et d'écrire que le premier ordre doit être nul. Voilà, tant qu'on est dans les choses formelles, ben on fait tendre h vers 0 et le petit taux de 1 s'en va. Et donc maintenant, on se retrouve avec cette espèce d'expression-là. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Si vous connaissez le point x, donc la fonction r, elle vous est donnée, c'est une des données du problème. La fonction f aussi, elle est donnée, c'est la règle de déplacement. Donc finalement, ce qu'il y a dans cette inf, c'est quelque chose qui va dépendre de x et qui va dépendre du vecteur gradient u. D'accord? C'est une fonction, finalement. Tout ça, vous pouvez donner à un ordinateur la tâche de calculer l'inf sur alpha, et il va vous donner une réponse, et cette réponse sera une fonction de x et de gradient u. Donc on va l'écrire comme une fonction. Donc on peut écrire que dtu plus une certaine fonction que j'appelle grand H de x et de gradient u est égal à 0. D'accord? Et puis je vais rappeler la condition terminale. U de x grand T égale g de x. Voilà. Donc j'ai le droit d'écrire ça, ou h, enfin j'ai le droit plus ou moins, où h est défini de la manière suivante, étant donné deux vecteurs, enfin étant donné x, un vecteur de position, et p qui est là pour représenter les vecteurs gradients. H de xp c'est défini, par définition, c'est l'inf sur alpha dans A de R de x alpha plus P scalaire f de x alpha. D'accord? Donc ça, c'est un truc qui, a priori, peut peut-être se calculer. En tout cas, on peut toujours définir. Et ça forme une fonction h de x et de p. Et cette fonction, ça s'appelle le hamiltonien du problème. Donc h comme hamiltonien. Et une petite chose qu'on peut remarquer à propos du hamiltonien, c'est que c'est une fonction qui est, dans ce cadre-là, qui est toujours convexe par rapport à la variable p. Donc pourquoi elle est convexe?
Parce que si vous regardez uniquement en fonction de P, vous voyez, ces fonctions-là, c'est des fonctions affines de P. Puisque ça, c'est considéré comme une constante en fonction de P, et ça, c'est P fois quelque chose. Donc c'est une fonction affine. Ensuite, vous prenez un inf de fonction affine, et c'est un théorème, qu'un inf de fonction affine est toujours convexe. Bon, il suffit de penser comme ça. Vous voyez, vous prenez des droites, c'est des fonctions affines. Et quand vous fabriquez l'inf, d'ailleurs, j'ai dû me tromper, c'est plutôt le contraire. Alors, ça doit être concave, en fait. Un inf de fonction affine. Pourquoi j'ai dit que c'était convexe? Oui, parce qu'en fait, c'est le sub qui est convexe, donc c'est plutôt concave. Donc c'est toujours... alors ça, c'est les problèmes où on s'embrouille quand on décide au début si on va maximiser ou minimiser, vous voyez. À la fin, ça fait soit convexe, soit concave. Donc là, ça doit être concave. Bon, donc qu'est-ce qu'on a obtenu là, en tout cas avec ce développement de Taylor pas tout à fait licite? On a obtenu une équation, vous voyez, qui est une équation d'évolution sur U, donc qui relie la dérivée en temps de U avec le gradient et la position, hein, et avec une donnée terminale. Donc ça s'appelle l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman associée au problème de contrôle optimal. Et donc si vous vous donnez une telle équation, bon, donc il y a deux choses. Si vous savez résoudre cette équation, ça va vous donner la solution du jeu, puisque ça va vous donner la fonction valeur U, avec cette donnée finale en temps. Et pour retrouver la stratégie optimale, il faut retrouver le alpha, vous voyez, à chaque moment. Il faut être capable de donner alpha. Et bien la seule manière de retrouver le bon alpha, c'est de prendre celui qui minimise à chaque fois dans cette inf, en imaginant qu'il y en a un. Bon. Donc si vous êtes capable de remonter, si vous voulez, le raisonnement, prenez le alpha qui minimise, vous prenez les trajectoires correspondantes, vous aurez trouvé la meilleure stratégie, puisque c'est celle qui réalisera le coût égal à U de xt, qui est le plus petit coût possible. Donc U de xt, c'est le plus petit coût possible. Et donc le plus petit coût possible, pour le connaître, il suffit a priori de résoudre cette EDP. Maintenant, en fait, ces choses-là, ça marche aussi en sens inverse. Parce que résoudre une EDP avec donnée finale en temps, ou donnée initiale, peu importe, c'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours s'il y a une solution. C'est comme pour les équations différentielles. Donc vous avez par exemple le théorème de Cauchy-Lipschitz vous dit si la fonction est lipschitzienne par rapport à la deuxième variable, et je me donne une donnée initiale, alors là, oui, j'ai une unique solution partant de ce point. Mais ce n'est pas une évidence, il a fallu le démontrer. Donc en fait, cette approche-là, par le jeu, elle vous permet de démontrer qu'il existe une solution à cette équation. Puisque il suffit de prendre le jeu, on peut toujours définir la fonction valeur. L'inf, là, il est toujours bien défini, bon, en espérant qu'il est fini et pas moins l'infini, mais enfin bref. Donc on peut toujours définir cette fonction valeur, et là, ce qu'on démontre, c'est que la fonction valeur vérifie bien cette équation. Donc en particulier, c'est une manière de résoudre l'équation. Et c'est ce qu'on appelle une manière aussi de représenter la solution de l'équation comme étant un inf de quelque chose. Voilà, et inversement, une solution de l'équation fournit la solution du jeu. On fournit une solution. On fournit une stratégie optimale pour le jeu. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les exemples? Donc, il y a le deuxième cas, vous savez, où vous ne donnez pas un temps final, mais où vous vous donnez une cible, grand G, à atteindre. Alors, ça va valoir
ça va être la même chose. Hein. Donc le raisonnement avec cible, vous allez définir U de x, cette fois, égale l'inf sur alpha, les intégrales de R de Y alpha, ds, etc., plus G à l'instant où on sort, enfin à l'instant où on atteint la cible. Voilà. Et l'équation de Hamilton-Jacobi Bellman associé, c'est une équation avec une donnée au bord, ce qu'on appelle une donnée au bord, donc U de x égale G de x si x est dans la cible, puisque si on est dans la cible, de toute façon on s'arrête et on ne bouge pas et on récupère G, et une équation de la forme H de x gradient U égale 0 à l'extérieur de la cible. Donc, disons que ça c'est souvent le bord et ça c'est souvent l'intérieur. Voilà, c'est à peu près ça. Alors je regarde. Où j'en étais? Oui, il faut mettre un 1 d'abord. Il y a un 1. Bon, ça, c'est ce qu'on trouve quand on fait à peu près le même calcul formel. Donc, c'est une chose qu'on peut faire en exercice, disons, après l'avoir fait dans le premier cas. Alors, ce que ça va donner pour le premier exemple, c'est une bonne illustration. Donc, sur l'exemple 1, vous allez trouver que h de x gradient u, c'est égal à quoi? Donc, c'est l'inf sur les alpha qui sont de norme plus petit que 1. Alors, le R de x alpha, c'est 1. Donc, on met que 1. On paye juste le temps le long de la trajectoire. Et puis, le f de x alpha, c'est alpha. Donc, c'est h de xp, disons. C'est 1 plus p scalaire alpha. Donc c'est quoi? Donc 1, c'est fait 1. Et l'inf sur les alpha plus petit que 1 de p scalaire alpha, et ben c'est moins norme de p. Donc c'est 1 moins norme de p. Donc la manière dont vous pouvez minimiser ça, c'est de prendre alpha, qui est un vecteur opposé à p, de norme 1. Voilà, donc en fait là je me suis un peu embrouillé entre deux formalismes, donc j'enlève mon histoire de 1 plus, c'est plutôt ça. Et l'équation qu'on obtient comme ça, ben on peut la réécrire. Donc l'équation c'est U de x égale 0 si on est au bord. Et c'est norme de gradient U égale 1 si on est à l'intérieur. Donc ça c'est pour l'exemple 1. Donc j'ai réécrit l'équation, la donnée au bord, c'était le temps de sortie. Bon, bah, si on est au bord, le temps de sortie, c'est 0. Et puis l'équation qui va avec, c'est ça, pris en gradient U égale 0. Donc c'est norme de gradient U égale 1. Donc ça s'appelle une équation éconale. Écone, c'est image en grec, c'est comme, ça veut dire l'équation des rayons. Voilà. Ça vous dit que c'est comme quand vous dites que les rayons de lumière se propagent en ligne droite, en fait. Là, c'est la même chose, les trajectoires de sortie, c'est les lignes droites. Bon. Alors, l'équation éconale, en tout cas cette équation éconale-là, mais on avait dit tout à l'heure, on connaît la solution, vous vous souvenez, c'est la distance au bord. U de x égale distance au bord. Alors, si vous y réfléchissez un petit peu, vous pouvez voir qu'effectivement, cette fonction-là, elle vérifie cette équation-là. La norme du gradient de la distance au bord égale à 1. C'est vrai. Donc, il faut le calculer, ou il faut s'en convaincre. Donc on retombe au moins sur nos pieds, sauf que
il y a quelque chose d'intéressant, c'est que, en fait, cette équation éconale, de même que toutes les équations de Hamilton-Jacobi que j'ai écrites là, elle n'a pas du tout une seule solution, elle en a plein. Donc l'équation éconale a une multiplicité. Donc l'équation éconale ou les équations de Hamilton-Jacobi. Donc ça c'est juste un exemple. Hein. Hamilton, Jacobi, Bellman ont une multiplicité de solutions. Alors, je vais vous en convaincre en regardant le cas de cette équation, dans le cas le plus simple, qui est la dimension 1, sur un domaine en dimension 1. Donc, qu'est-ce que c'est un domaine en dimension 1? C'est un intervalle. Hein, donc, en 1D, vous prenez un intervalle, et vous voulez résoudre simplement valeur absolue de U' égale 1. Hein, donc, ça, c'est la norme du gradient en dimension 1. C'est valeur absolue de U'. Égale 1. Alors vous... Bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction, elle a des pentes qui sont que plus 1 et moins 1. Il n'y a que deux solutions. Donc U', c'est plus ou moins 1. Donc la fonction de distance, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, voilà son graphe. Elle fait ça. Ça, c'est la distance au bord. Effectivement, elle n'utilise que des pentes plus 1 et moins 1. Mais maintenant, je peux vous trouver plein d'autres solutions. En faisant, par exemple, ça. Voilà une fonction qui n'a que des pentes plus 1, moins 1. Et puis vous voyez bien qu'il y en a une infinité, parce que je peux faire autant de créneaux que je veux, ou je peux faire aussi ça, etc. Donc tous ces gens-là sont des solutions de la même équation éconale. Alors en théorie des équations aux dérivées partielles, quand on a plusieurs solutions pour une équation, on n'est pas très content, en fait, parce que on se dit, bah, laquelle est la bonne, hein, laquelle il faut choisir, laquelle est plus physique ou plus économique. Ou quoi. Alors, on a plusieurs solutions. En même temps, notre problème de contrôle du début, là, le problème du temps de sortie, lui, il a une seule solution. Le temps de sortie, c'est la distance au bord. Les autres, c'est pas bon. Donc, il y a quelque chose, il y a une procédure, en fait, de sélection parmi toutes les solutions. Et c'est là qu'il faut revenir à ce développement de Taylor qui n'était pas vraiment correct. Alors, vous vous souvenez, je vous ai dit, il n'est pas correct parce qu'il faut que, pour faire un développement de Taylor, il faut que les fonctions soient quand même C1 ou quelque chose. Alors, regardez ces fonctions-là, elles sont toutes sauf C1, puisqu'elles ont des coins, typiquement. Alors, bon, elles sont C1 la plupart du temps, mais elles ne sont pas C1. Et donc, typiquement, les équations de Hamilton-Jacobi, Bellman, elles vont presque tout le temps être comme ça, c'est-à-dire qu'elles vont développer des coins, des angles. Les graphes des fonctions vont avoir des singularités comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remplacer ces développements de Taylor formels. Enfin, on se rend compte qu'on peut remplacer ces développements de Taylor formels par l'utilisation d'une théorie qui s'appelle la théorie des solutions de viscosité, qui est due à essentiellement Crandall, Lyons, et qui permet en fait de donner un sens rigoureux au développement de Taylor, en gros. Et alors la théorie des solutions de viscosité, là je fais bref parce qu'on ne peut pas détailler, mais les solutions de viscosité, en fait, ça vous permet de sélectionner parmi toutes ces solutions laquelle est la bonne. Elle vous dit qu'il y en a une qui est meilleure que les autres. Et celle-là, en fait, bon, en l'occurrence, c'est celle-là qui est meilleure que toutes les autres. Donc, le point, c'est qu'il y aura existence et unicité d'une solution de viscosité. Alors, une manière de trouver la solution de viscosité pour une équation, c'est de prendre l'équation et de rajouter de manière appropriée un epsilon u seconde. Vous voyez, un terme d'ordre 2. Donc ici,
dimension 1 sera epsilon u seconde. Dans les équations plus générales en dimension quelconque que j'ai effacées, ce sera de rajouter epsilon laplacien u. Et un terme de viscosité, et c'est pour ça que ça s'appelle les solutions de viscosité, parce que physiquement, les termes comme ça dans les équations, ça correspond à de la viscosité, c'est-à-dire quelque chose qui adoucit le comportement des solutions qui autrement seraient singulières. Bon, alors si vous prenez une équation comme ça, que vous rajoutez un epsilon u seconde, vous résolvez l'équation, et là vous allez voir que tout d'un coup il n'y a plus qu'une solution, donc il n'y a plus de problème avec tous ces coins. Ça arrondit les angles en fait. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tendre epsilon vers 0 dans la solution en question. Donc il y aura unicité de la solution par la théorie, disons, de ce genre d'équation. Et si vous regardez ce qui se passe pour cette équation-là, ou même pour l'équation u' égale 1, ben vous allez voir que ça va vous donner cette forme de solution. C'est-à-dire que ça va donner cette solution-là, mais où l'angle est un peu arrondi. Et il est arrondi à une échelle qui est epsilon. Donc disons, ça va être à peu près la ligne droite, puis tout d'un coup, pendant une distance epsilon, ça va arrondir le coin, puis repartir sur la ligne droite. Et quand vous faites tendre epsilon vers 0, vous convergez vers celle-là. Donc en fait, la bonne solution, c'est celle qui est obtenue en prenant la limite de ces solutions régularisées avec ces termes de viscosité. Et c'est pour ça que ça s'appelle la théorie des solutions de viscosité. C'est une façon de le voir. Et le lien entre les problèmes de contrôle du début et les équations que j'ai montrées, c'est que la solution du problème de contrôle, la fonction valeur, en fait, elle est la solution de viscosité de l'équation. Donc, il n'y en a qu'une. Donc, ça répond un peu à la question. Ça répond complètement à la question, en fait. Donc, on va l'écrire là. La fonction valeur donc U, là, que j'ai défini, donc U de x ou U de xt, c'est la solution de viscosité, donc l'unique solution de viscosité de l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman associée, donc avec soit temps final, soit temps initial, soit donné au bord. Et voilà. Donc la boucle est bouclée, on a une théorie pour résoudre l'équation, pour trouver la fonction valeur, et on a existence en fait de la solution aussi, soit par la théorie des solutions de viscosité, soit par le jeu lui-même, par le problème de contrôle. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer le jeu de Paul et Carroll. Donc, si vous vous souvenez, les équations de Hamilton-Jacobi, donc c'était dtu, ou pas dtu, plus h de x gradient u égale 0, ou bien c'était h de x gradient u égale 0. Et ça, si vous regardez, c'est ce qu'on appelle les équations du premier ordre. Puisque elles ne font intervenir que des dérivées premières de la fonction. Il y a des dérivées premières en temps et des dérivées premières en espace. Et c'est tout. Donc maintenant, vous allez voir que dans le jeu de Paul et Carroll, on va avoir des dérivées secondes. Alors, il faut faire descendre. Alors d'abord, le jeu de Paul et Carroll. On va se demander quelle est la solution. Donc vous aviez ce domaine-là, vous vous souvenez. Et puis Paul fait ses choix là, de vecteurs de norme 1. On se déplace de epsilon ou on se déplace à l'opposé. Alors quelle est la meilleure manière de sortir pour Paul ? Bon, alors comme on a vu là dans les exemples précédents, il faut raisonner un petit peu par récurrence en temps.
Et il faut raisonner en partant à l'envers en temps, c'est-à-dire il faut se demander ce qui se passe à la dernière étape. Donc vous réfléchissez à la dernière étape et vous vous dites, bon, à la dernière étape, Paul va sortir. Donc probablement il est près du bord. Et si vous avez la solution du jeu, vous pouvez me le dire, sinon... Ouais. On peut choisir toujours la direction perpendiculaire d'un vecteur position. Oui. La vecteur position va augmenter toujours. Oui. Ça, c'est... La distance minimale entre la distance maximale entre bord et l'origine. Oui, alors ça c'est une très bonne remarque. Donc effectivement, choisir comme direction la perpendiculaire au vecteur position, c'est une stratégie de sortie. Donc ça vous dit, voilà, je suis là, au bout d'un moment je vais être, on ne sait pas trop comment, mais j'arrive là. Disons que ça c'est l'origine, par exemple. Donc si on prend quelque chose qui est perpendiculaire, par le théorème de Pythagore, la distance à l'origine augmente strictement. Hein, puisque la distance de là à là, c'est la racine de ça plus ça. Donc ça va augmenter à chaque fois. Il va y avoir racine de la distance précédente plus epsilon carré. Et donc ensuite, vous recommencez, et ça augmente toujours. Donc ça, c'est une manière de se déplacer un peu en limaçon, et qui donne effectivement une stratégie de sortie pour Paul. Et c'est la meilleure stratégie si on est dans une boule. Dans un disque, c'est la bonne stratégie. Mais si on est dans un domaine général, il faut la modifier un petit peu. Donc ce n'est pas tout à fait ça la meilleure stratégie. Alors la meilleure stratégie, c'est donc comme je disais, de réfléchir à la dernière étape et de se dire, si Paul sort, c'est qu'il est dans un point, là, près du bord, vraisemblablement. Il est dans un point d'où il peut trouver un vecteur. Il existe un vecteur, comme ça, de norme epsilon, tel que ce vecteur et son opposé, tous les deux le font sortir. D'accord ? S'il existe un tel vecteur, il est sûr de sortir en un coup, parce qu'il choisit ce vecteur, quel que soit le choix de Carole, même si elle le renverse, même si elle l'envoie à l'opposé, il est sorti. Donc la question c'est, il existe un vecteur V de norme epsilon, tel que x plus V et x moins V sont à l'extérieur. Alors vous vous demandez quels sont les points pour lesquels il existe un tel vecteur. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pragmatique, hein. Il faut se balader avec une petite règle en plastique de norme 2 epsilon, de taille 2 epsilon, et on la balade le long du bord, comme ça. Donc vous prenez votre truc de taille 2 epsilon, et vous le déplacez. D'accord ? Alors ça enlève des petits bouts près du bord, et ces petits bouts qui sont enlevés, c'est les bouts dont on est sûr de pouvoir sortir en un coup. Puisque bon, si vous pouvez sortir à partir de là, du point milieu, vous pouvez sortir de là aussi. Alors il faut zoomer un peu le dessin hein, si besoin. Vous voyez, donc vous vous baladez avec vos trucs de taille 2 epsilon. De ce point-là, on est sûr de sortir, mais aussi de tous ces points-là, puisqu'il suffit de faire la même chose. Donc de tout ça, on est sûr de sortir. Et puis, vous faites varier ce point de centrage et vous faites glisser le segment. Donc ça va faire des choses comme ça. D'accord ? Donc ça rogne le domaine en enlevant des petits bouts qui sont coupés par des segments. Et bien c'est ça. Alors donc, ce que ça vous fait, une fois que vous avez fait passer tous ces segments-là, vous prenez les centres et vous les joignez ensemble. Donc les centres des segments, ça forme une courbe. D'accord ? Donc on prend la courbe qui relie les centres de tous ces segments. Et qu'est-ce qu'elle définit, cette courbe ? Elle sépare l'ensemble des points dont on sort en un coup de l'ensemble des points dont on sort en plus d'un coup. Et c'est exactement ça, il n'y a pas d'erreur, c'est ça. Si vous êtes dedans, vous sortez en plus d'un coup. Si vous êtes dehors, c'est-à-dire là, vous sortez en un coup. Et alors après, il suffit d'itérer. Donc quels sont les points dont on sort en deux coups ? C'est les points qui vous amènent à cette courbe en un coup. Enfin, à l'extérieur de cette courbe en un coup. Donc on recommence, en fait, on prend
tous les segments de taille 2 epsilon, on les balade le long du bord. On les joint, ça forme une courbe. Donc ça, c'est la courbe sortie en 2 coups. Et puis on recommence, on fait sortie en 3 coups, etc. Donc maintenant, on sait bien qu'on peut itérer ça jusqu'à arriver à tous les points, peut-être, possiblement. Ça donnera la réponse. Voilà, alors si on est dans un disque, on regarde la stratégie associée à ça, en fait, ça donne exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire, c'est de prendre la perpendiculaire à la fonction position. Enfin, distance au centre. Alors, en fait, là, ça donnera la meilleure stratégie, parce que, donc, une fois qu'on a compris ces courbes-là, étant donné un point, ben, ce qu'il faut choisir comme direction, c'est la direction tangente à cette courbe. Voilà, donc, on a une certaine courbe, il faut choisir la tangente à cette courbe, et puis ça va vous amener un tout petit peu à l'extérieur. Et ensuite, on rechoisit la tangente à la courbe où on est. Alors, il faut bien voir que, comme on fait des pas de taille epsilon, en fait, la seule raison pour laquelle Paul avance et arrive à sortir, c'est la courbure. C'est le fait qu'il y a de la courbure. Parce que si tout était plat, si le bord était plat, complètement, il ne pourrait jamais sortir. Hein, si vous prenez comme domaine un demi-plan, par exemple, Paul ne peut pas sortir. Parce que quand il arrive près du bord, quel que soit le vecteur qu'il choisisse, Carole peut toujours l'envoyer à l'intérieur. Donc on ne peut pas sortir d'une partie plate, en fait. Et la seule raison pour laquelle il y a du progrès dans le mouvement de Paul, c'est parce que les courbes de niveau là sont courbes, justement. Donc c'est un effet d'ordre 2. La courbure, vous savez, c'est un terme d'ordre 2 dans la géométrie. Et donc c'est un effet de courbure, le fait de pouvoir sortir. Alors on va voir ça en équation maintenant pour faire le lien avec ce que je racontais avant. Alors comment on met ça dans la même machine que précédemment? On définit une fonction de valeur. U de x qui va être le plus petit temps de sortie, partant de x. Donc le plus petit temps de sortie partant de x en respectant les règles du jeu. Hein. Ou si on veut, c'est le min sur les choix de V, qui sont de norme 1, du max sur les B égale plus ou moins 1, des temps de sortie. Okay, donc c'est la fonction temps de sortie par temps de x. Évidemment, vous pouvez aussi fabriquer une version de ce jeu avec un horizon de temps. Vous vous souvenez, comme tout à l'heure, grand T, qui serait une sorte d'horloge qui va sonner à un certain moment. Alors à ce moment-là, il suffit de changer un peu. Donc vous dites, Paul et Carole jouent le même jeu, sauf que le but de Paul, c'est pas forcément de sortir, mais c'est d'atteindre, c'est d'avoir le meilleur g de x possible à l'instant final. Donc vous donnez une fonction g, Paul se déplace, et il veut arriver aux endroits où g est le meilleur possible, par exemple, le plus grand possible. Donc il se déplace, et quand la cloche sonne, on regarde où il est, et il récupère g à cet endroit-là. Et à ce moment-là, ça vous donnera une équation qui dépend du temps. Donc c'est la variante de ce que je disais tout à l'heure. Bon, alors on définit ça. Donc ce qu'il faut écrire après la fonction valeur, c'est le principe de programmation dynamique. Et là, cette fois, c'est vraiment une relation de récurrence. Donc je prétends qu'on a la relation suivante, que U de x, c'est égal au min sur V de norme 1, vecteur de norme 1, de max sur B égale plus ou moins 1, des U de x plus epsilon BV, plus 1. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le temps, le plus petit temps de sortie. Et ben, c'est le plus petit temps de sortie après avoir fait un pas
plus le prix à payer pour ce pas qui est 1. Donc je fais un pas, je vais en x plus epsilon bv, je paye 1 pour le pas, et à partir de x plus epsilon bv, je calcule le temps de sortie à partir de là que j'ai défini comme étant u, grand U de x plus epsilon bv. Pardon ? Un pas de temps. C'est un pas de temps. Donc j'ai fait un pas de temps, j'ai payé 1 pour le pas de temps, et plus le temps de sortie partant du nouveau point. Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais regarder parmi tous les nouveaux points possibles celui qui minimise le temps de sortie parmi les vecteurs de norme 1. Mais je suis obligé de calculer le min du max parce que je sais que Carole va toujours faire son possible pour maximiser au contraire le temps de sortie. Donc on est obligé de calculer le min du max. Et ça, c'est dû au fait que Paul choisit avant Carole. Donc Paul, comme il ne sait pas ce que Carole va choisir, il est obligé de se prémunir contre le max. Il est obligé de prévoir qu'elle va faire de son possible, elle va faire le pire pour lui. Donc elle va faire le max pour lui et lui va essayer de faire le min. Si Carole choisissait avant Paul, ce serait le contraire. On aurait le max du min. Vous voyez ? Bon. Donc ça, c'est le principe de programmation dynamique. Il vous dit, le mieux partant de là, c'est, parmi toutes les choses possibles que je peux faire, de regarder le mieux partant de ce qui se fait après une étape. Donc c'est comme ce que je disais avant. Si vous savez ce qu'il faut faire à partir de demain, vous vous demandez comment arriver à demain, etc. Alors, pour que ça marche bien, cette histoire, d'abord, on va remarquer que les U, c'est des U epsilon. Ça dépend quand même du choix de epsilon. Donc on va mettre des epsilon partout. Et puis pour que ça marche bien, il faut normaliser le temps en disant qu'un pas de temps, c'est epsilon carré. Parce que c'est comme ça que ça se goupille bien avec les autres termes. Donc je peux remplacer le temps 1 par un temps epsilon carré. C'est juste un changement d'unité sur le temps. C'est pas grave. Après, pour avoir le nombre de pas, vous n'aurez qu'à remultiplier le temps par 1 sur epsilon carré. Donc on fait ça, et une fois qu'on a cette formule de programmation dynamique, on va faire la même chose, c'est-à-dire un développement de Taylor formel. Donc j'y vais, je développe. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On développe autour de x en utilisant le fait que epsilon est petit. Donc on va faire tendre évidemment epsilon vers 0. Donc on va avoir le min sur les vecteurs de norme 1, du max sur b égale plus ou moins 1. Et puis je développe, j'écris donc ça comme u epsilon de x plus, alors j'ai un terme du premier ordre qui, si vous me croyez, est gradient u epsilon en x, scalaire epsilon bv, plus, je vais aller au deuxième ordre, parce que j'ai besoin de termes du deuxième ordre. Alors ça, c'est la hessienne de u epsilon, si vous connaissez, c'est-à-dire la matrice où il y a les dérivées secondes. Et il doit y avoir un 1,5. Et tout ça va être pris en bv. Donc je vais sortir le epsilon sous forme d'un epsilon carré. Et cette matrice, elle va être multipliée par bv et scalaire bv. Donc ça fait ça. C'est une forme quadratique, vous voyez, on lui fait manger bv, bv. Plus petit o de epsilon carré. Ah, et puis plus le epsilon carré. Donc c'est là que vous allez voir pourquoi j'ai choisi de normaliser le temps en epsilon carré. Et ici, on se dit, regardons déjà les termes d'ordre 1, puisque quand epsilon tend vers 0, les termes en epsilon, c'est beaucoup plus grand que les termes en epsilon carré. Donc on raisonne à la physicienne, vous voyez. Donc on jette les termes suivants dans un premier temps. Et puis on dit, voilà, min norme de v égale 1 de max. Alors j'ai u epsilon de x plus b epsilon gradient u scalaire v, et puis le reste je néglige. Donc là j'ai qu'à calculer le max sur b égale plus ou moins 1. Bon, mais le max sur b égale plus ou moins 1 de b fois quelque chose, c'est simple, c'est la valeur absolue. C'est plus ou moins quelque chose, c'est la valeur absolue, ça c'est un nombre.
Donc je peux enlever max sur b égale plus ou moins 1 et remplacer par la valeur absolue. Donc tout ça, c'est des termes d'ordre 2. Alors maintenant, je regarde. Maintenant, je n'ai plus qu'à calculer le min sur les vecteurs de norme 1. Et ce qui compte, comme on l'a dit, c'est ça, c'est l'ordre principal. Donc comment je peux minimiser ça? Gradient U scalaire V. Alors rappelons-nous, on est en dimension 2, donc on a un vecteur, le gradient c'est un vecteur en dimension 2. Donc ça c'est gradient U de x. Quelle est la meilleure manière de minimiser la valeur absolue? On peut la rendre 0, on peut la rendre nulle. C'est ça la plus petite valeur possible d'une valeur absolue, c'est 0. Est-ce qu'on peut la rendre nulle? Oui, il suffit de prendre un vecteur qui est perpendiculaire à gradient U. D'accord? Donc je dois choisir V égale. Alors je vais noter ça, gradient U perpendiculaire, si ça ne vous choque pas, donc c'est-à-dire le vecteur perpendiculaire à gradient U. Alors il y en a deux, mais vous en choisissez un des deux. Et puis divisé par sa norme, pour que ce soit de norme 1, en espérant que le vecteur en question n'est pas nul. Sinon c'est pas grave, vous prenez n'importe quoi, ça fera toujours 0. Voilà, donc ça c'est la solution, ça va vous minimiser ça, ça va rendre le truc nul. Et au passage, ça va vous dire quel est le vecteur que Paul doit choisir. Il doit choisir le vecteur perpendiculaire à au gradient de cette fonction U qu'on va calculer à la fin. Ou autrement dit, il doit choisir un vecteur tangent aux lignes de niveau de U. Ça vous dit quelque chose? On a déjà parlé de ça. Il faut choisir le vecteur tangent à la fonction temps de sortie. Et quand on met ça dans l'ordre 2, donc maintenant on va arriver à l'ordre 2, il faut que j'accélère un peu parce que j'ai plus beaucoup de temps. Donc, vous voyez, les U epsilon vont se simplifier. Paf, paf. On va mettre ça, donc l'ordre 1 finalement il est devenu 0, c'est pour ça que je suis obligé d'aller à l'ordre 2 pour avoir quelque chose d'intéressant, sinon j'aurais juste 0 égale 0. Il faut bien aller à l'ordre 2, et à l'ordre 2 ça me donne 0 égale epsilon 2 sur 2 d2u epsilon. Alors le BV, les B comme c'est plus ou moins 1, je peux les sortir et ça s'en va. Et le V, je peux le remplacer par ça. Donc, gradient orthogonal U sur norme de gradient U. Gradient orthogonal U sur norme de gradient U. Alors, je vais noter le produit scalaire comme ça, je ne sais pas si vous aimez. C'est pas très clair avec toutes les... Donc ça, c'est la hessienne, ça définit une forme quadratique à qui vous faites manger, c'est deux fois le même vecteur. Enfin, c'est la forme quadratique à qui vous faites manger ce vecteur, disons. Voilà, qui est un vecteur de norme 1. Et puis on avait le plus epsilon carré, plus petit o de epsilon carré. Donc vous divisez par epsilon carré. Et vous faites tendre epsilon vers 0. Et donc quand epsilon tend vers 0, avec un peu d'espoir, u epsilon tend vers une certaine fonction u qui ne dépend plus de epsilon. Donc là, c'est encore avec les mains. Et u satisfait une EDP, qui est cette équation, d2u gradient orthogonal u sur norme de gradient u, gradient orthogonal u sur norme de gradient u, plus 1 égale 0. Et ça, si vous voulez, c'est l'équation de Hamilton-Jacobi associée au jeu, en quelque sorte. Et vous remarquez que c'est une équation du deuxième ordre, cette fois. Et cet opérateur-là, qui est un opérateur du deuxième ordre, il est relié à ce qui s'appelle c'est plus ou moins l'opérateur de courbure moyenne. Cette équation, en fait, c'est ce qui s'appelle l'équation du mouvement par courbure moyenne. Parce que vous allez avoir cette équation avec U égale 0 au bord. Puisque le temps de sortie, quand on est au bord, c'est 0. Donc si on refait le dessin, maintenant vous n'avez plus qu'à résoudre cette équation, si jamais vous pouvez. Et les stratégies pour Paul, on a dit, c'est de prendre les vecteurs de norme 1 qui sont tangents à ces lignes de temps de sortie. Donc en fait, les lignes de niveau de U, c'est les lignes de temps de sortie, évidemment.
Et vous n'avez plus qu'à aller tangentiellement au temps de sortie. Vous allez gagner un petit peu à chaque fois grâce à la courbure, vous voyez, qui fait que la tangente, elle décolle un peu de la courbe. Elle décolle à l'ordre 2. Et pourquoi ces mouvements par courbure moyenne? Parce que, donc là, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais si vous vous donnez une courbe dans le plan, par exemple, vous pouvez définir ce qu'il appelle le flow par courbure moyenne de la courbe. Donc, disons que la courbe, là, c'est le bord du domaine. En chaque point, vous calculez la courbure de la courbe en ce point. Et vous dites, je vais me déplacer avec une vitesse v, une vitesse normale égale à la courbure. Donc, quand c'est très courbe, on avance vite, et quand c'est plat, on n'avance pas du tout. Quand c'est un peu courbe, on avance un peu. Bon. Donc la courbe évolue comme ça. Donc plus c'est plat, moins ça avance, et plus c'est courbé, plus ça avance. Puis vous continuez, vous faites ça continuellement en temps. Ça définit un flow de la courbe qui s'appelle le mouvement par courbure moyenne. Donc c'est le flow qui vérifie que la vitesse normale est égale à la courbure. Alors sous ce flow, la courbe rétrécit, 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 et elle devient de plus en plus ronde. Et à la fin, elle disparaît, si vous voulez, sous forme d'un tout petit cercle qui disparaît. Et bien les lignes de niveau de la fonction U, là, la fonction temps de sortie, en fait, c'est la même chose que l'évolution par courbure moyenne du bord du domaine. Alors, ce n'est pas tout à fait par courbure moyenne, mais par partie positive de la courbure. Donc, les endroits où il y a de la courbure négative, qui seraient des endroits comme ça, on ne les fait pas avancer du tout. Et donc, le mouvement par courbure moyenne, il fait ça. Et ça, c'est exactement ce que vous allez trouver si vous prenez le temps de sortie pour Paul. Donc, les parties concaves du bord, en fait, on ne peut pas sortir. Ce qu'on voit bien quand on fait des petits segments là, qu'on balade le long du bord, si on a une partie concave, on ne peut pas sortir. Et les parties convexes, on peut sortir et ça définit. Et donc ce qu'on peut démontrer, c'est que la fonction valeur U epsilon, qui est vraiment le temps de sortie du vrai jeu, elle converge quand epsilon tend vers 0, vers U, la solution de viscosité. Donc, on a toujours cette théorie, là, l'unique solution de viscosité de cette équation, qui est l'équation du mouvement par courbure moyenne. Donc ça, c'est ce qu'on avait démontré avec Bob Cohn dans un travail assez récent pour ce jeu-là. Donc, pour résumer, on a vu deux types de jeux qui donnent des solutions d'équations aux dérivées partielles type Hamilton-Jacobi. Dans un premier cas, on avait un seul joueur, un contrôle, on obtenait des équations du premier ordre. Dans le deuxième cas, on a deux joueurs et on a un jeu à temps discret. En fait, vous voyez, vous avez un pas, puis un pas, puis un pas. Et on obtient à la limite, asymptotiquement, une équation du second ordre qui est une équation de type géométrique. Et en fait, après, ce qu'on peut se demander, c'est, étant donné une équation, est-ce qu'on peut fabriquer un jeu? Vous pouvez faire le truc en sens inverse. Bon, là, on a vu que ça permet de résoudre des équations, les équations permettent de résoudre le jeu. Étant donné une équation, est-ce qu'on peut trouver un jeu? Alors, dès qu'on a des équations du deuxième ordre, des équations de type géométrique, on peut les traiter comme ça. Les équations du deuxième ordre plus générales, on peut aussi trouver des jeux qui correspondent. Et ce dont j'aurais voulu parler, mais je n'ai pas eu le temps, c'est des jeux aléatoires. C'est-à-dire qu'il y a des catégories de jeux où vous tirez à pile ou face, par exemple, qui va se déplacer. Il y a des jeux où vous avez des particules, enfin des joueurs qui effectuent des mouvements browniens, et ce que vous calculez, c'est la valeur moyenne du score de l'endroit où ils vont arriver à la fin. Donc vous pouvez introduire des probabilités, et là, de nouveau, ça va vous donner des équations. Dès que vous avez un truc aléatoire, en fait, ça va vous donner des équations du deuxième ordre, qui vont être résolues grâce à ces modèles, ou inversement, le modèle de jeu, le jeu lui-même va vous donner une formule de représentation pour la solution de ce genre d'équation. Donc je vous donne juste comme ça pour vous mettre en appétit donc deux types de jeux. Donc le premier, c'est vous partez d'un point X et vous effectuez un mouvement brownien. Alors, qu'est-ce que c'est un mouvement brownien? C'est à voir, c'est-à-dire vous vous déplacez sans
c'est le mouvement d'une particule qui se déplace sans savoir ce qu'elle fait, sans garder mémoire de ce qu'elle a fait avant. Bon, et puis un jour, le mouvement touche le bord, et là, hop, vous collectez un certain score, une prime au bord. Ben, l'équation que vous allez résoudre comme ça, c'est l'équation de la chaleur. Donc ce que vous allez calculer, c'est l'espérance d'une certaine fonction au moment où vous touchez le bord, par exemple, partant de x à l'instant t. Ça, ce sera une fonction valeur, ça définira encore une fonction valeur. Et dans ce genre de problème, donc quand vous avez un mouvement brownien, ça vous donne comme équation correspondante l'équation de la chaleur. Donc vous savez, l'équation de la chaleur, c'est celle qui vous donne la distribution de température suivant l'évolution des chaleurs. Donc ça, c'est un jeu possible. Un autre jeu qui est amusant aussi et qui est assez proche du jeu de Paul et Carroll, c'est que vous avez un domaine et vous avez deux joueurs cette fois qui sont adversaires de nouveau. Et c'est un peu comme dans le jeu de Paul et Carroll, vous choisissez un vecteur de norme 1 et on bouge de epsilon fois ce vecteur. Et donc quelle est la règle du jeu? La règle du jeu, c'est qu'on tire à pile ou face, à chaque tour, qui décide du prochain pas. Vous avez le joueur 1, le joueur 2. Donc si le joueur 1 gagne le tirage à pile ou face, c'est lui qui fait le mouvement, epsilon v. On arrive là. Ensuite, on retire à pile ou face. Est-ce que c'est le joueur 1 ou est-ce que c'est le joueur 2? Bon, c'est l'un des deux qui choisit. Et le jeu s'arrête quand on touche le bord. Et au bord, il y a un bonus à collecter. Et en fait, le joueur 1, lui, il veut prendre le bonus le plus élevé. Et le joueur 2 veut prendre le bonus le plus bas. Donc, il y en a un qui tire dans un sens et l'autre qui tire dans l'autre, si vous voulez. Et on se demande quelle est U de x, l'espérance, la valeur moyenne du score au moment où on va sortir. Ben ça, de nouveau, on écrit un principe de programmation dynamique, on fait un petit développement de Taylor, et on voit que ça résout une équation du deuxième ordre qui est encore d'un autre genre. Et ça, c'est les travaux très récents de Pérez, Schramm, Sheffield et Wilson. Donc c'est eux qui ont défini ce jeu. Et grâce à ce jeu, en fait, ils ont démontré des propriétés qualitatives, des propriétés d'existence, d'unicité et des propriétés des solutions pour ces équations du deuxième ordre qu'on ne savait pas résoudre avant. Donc en fait, ces approches permettent de résoudre des équations et aussi de donner des propriétés des solutions. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner un petit panorama à la fois des phénomènes déterministes, des jeux quand on n'a pas d'aléas, et puis juste à la fin, j'ai mentionné le côté aléatoire, probabiliste des choses. Bon, je vous remercie de votre attention. On a un petit peu de temps pour des questions.